Christophe Barret, on est ravi de vous retrouver dans Le Monde qui vient, ici sur le site de Mémoire des Luttes. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit pour notre programme vidéo. On va de nouveau parler d'un sujet que vous connaissez bien et que vous ne cessez de suivre de manière très précise et fouiller cette chose. Ce sujet s'appelle Podemos, la grande force ou pas du renouveau de la gauche ou pas en Espagne et en Europe. On va en parler à un moment qui est différent, nouveau par rapport à l'échange qu'on avait pu avoir il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est votre formule, on est passé de l'hypothèse Podemos à l'épreuve Podemos. Podemos qui est rentré dans le combat politique, l'élection, l'institution, ses rapports avec les mouvements sociaux, son rapport avec la gauche issue du mouvement ouvrier, son rapport avec le clivage droite-gauche, et ces élections qui n'en finissent plus d'écrire un scénario politique en Espagne qui, pour, disons, le béotien, devient quasiment illisible, puisque nous sommes en Espagne aujourd'hui sans gouvernement, des élections qui ne donnent pas de majorité, qui ne donnent pas de gouvernement. Les dernières élections ont montré l'affaissement durable du bipartisme, mais en même temps, ce tripartisme auquel contribue Podemos n'a pas débouché sur un renversement de la table, n'a pas débouché sur un nouveau bloc historique politique. On est dans un endroit gris dont on n'arrive pas bien à saisir les tenants et les aboutissants. Vous avez une lecture politique et historique sur ce qui est en train de se passer en Espagne. Après les élections les dernières, aujourd'hui, où en est-on en Espagne? Qu'est-ce qui est en train de s'écrire politiquement selon vous? Alors Podemos a cet intérêt d'être un mouvement relativement transparent. Bien évidemment, on n'a pas accès à toutes les délibérations des assemblées du Conseil citoyen qui dirige le mouvement, mais il y a souvent des déclarations à ces grandes messes qui sont publiques. Il y a eu l'université d'été de l'Université de Complutense de Madrid qui vient d'avoir lieu, qui a permis à un certain nombre de responsables de s'exprimer. Il y a eu bien sûr dans le champ médiatique une mine aussi que représentent les communications des uns des autres, et puis les remontées des militants, les échanges qu'on peut avoir avec les uns les autres. Podemos est quand même passé de 1 300 000 électeurs à 5 millions. Il semble se consolider sur ce seuil, alors effectivement, qui n'a pas permis le fameux sorpasso, le dépassement, comme disaient les Italiens, de la social-démocratie, mais qui installe Podemos dans le paysage. Et donc effectivement, il y a des discussions, pas tant sur la stratégie que sur la tactique, c'est-à-dire sur la manière dont aujourd'hui un mouvement populaire peut se construire en Espagne. Et là, c'est vrai qu'il y a des débats, il y a des risques, il y a des écueils que Pablo Iglesias reconnaît, du reste, va-t-on y arriver, on ne sait pas. Mais c'est ce qui fait que ce mouvement est toujours aussi passionnant, parce qu'il est quand même en train de construire quelque chose qui nous interpelle et qui demande aussi, qui nécessite des alliances en Europe par rapport aux débats qu'on peut avoir chez nous. Donc là, c'est prodigieux. Et quels sont ces paramètres des débats tactiques actuellement de Podemos? Comment Podemos se pose la question de son rapport au mouvement social, aux syndicats? Comment Podemos se pose la question par rapport justement au fait d'atteindre ce seuil d'électeurs qui lui permettrait de dépasser le PSOE? Quels sont les éléments qui forgent, qui nourrissent ce débat à l'intérieur de Podemos aujourd'hui? J'insiste pour dire qu'on est juste maintenant après les élections du 25 juin, qui n'ont pas donné le sorpasso dont vous parliez. Donc, où en est Podemos dans son cheminement? Alors, tout le monde s'interroge effectivement sur les raisons de la défaite, entre guillemets, la défaite historique, en tout cas l'échec, qui est un vrai échec, qui est celui de ne pas être arrivé en tête des élections. Parce que comme je l'expliquais dans mon livre, comme on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu, l'objectif était quand même d'arriver en tête de la gauche. Ça ne s'est pas fait. Donc là, il y a beaucoup de débats, il ne faut pas se voiler la face, il y a de vraies questions qui se posent. Il y a les questions à propos desquelles on ne peut plus rien faire. Il est inutile un petit peu de se plaindre. Ça a été vu déjà, ça a été dit du reste dans les médias, c'était exposé dans les médias. Le côté parfois un peu immature de Pablo Iglesias dans sa gestion de ses discours à l'Assemblée. Bon, mais ça, il est un petit peu victime de sa surexposition médiatique aussi. C'était très dur de passer pour le leader. Et là, plus dur est la chute parfois à la moindre petite épreuve. On est jugé sévèrement. Il y a eu, c'est vrai, un discours de la peur de la droite qui a vraiment rappelé Podemos à ce qu'il pourrait y avoir de pire dans ce qui se passe au Venezuela ou
ou de ce qui s'est passé en Grèce. Donc là, ce sont des campagnes d'opinion en fait, hein, qui ont plutôt fonctionné contre Podemos. Il y a une partie des électeurs d'Izquierda Unida qui ne s'est pas reporté sur Podemos. Et pourquoi? Et alors, parce qu'on en veut un petit peu quand même à Pablo Iglesias de ses discours très durs contre cette gauche traditionnelle. Et puis aussi parce qu'il y a encore beaucoup de différences entre le programme par exemple du Parti communiste espagnol, qui est contre l'euro, qui est favorable à la sortie des institutions de l'Union européenne, et un Podemos qui se veut plus raisonnable, selon les propres mots de Pablo Iglesias. Donc là, il y a un grand champ de travail en matière de programmatique qui reste entier. Et puis, il y a des femmes aussi qui ont voté un petit peu moins pour Pablo Iglesias, qui lui en voulaient un petit peu plus, peut-être, de son intransigeance. Donc il y a cette surexposition. Et puis, bien sûr, il y a, au-delà de ces rancœurs qui peuvent venir un petit peu des rangs d'Izquierda Unida, une vraie question sur ce que doit être aujourd'hui le populisme, le populisme de gauche, ce qu'il peut devenir dans la construction d'un mouvement populaire. Au moins, cette grande défaite a contraint Pablo Iglesias à une vraie introspection et une première tentative d'explication, ou en tout cas une première tentative pour dresser de nouveaux plans de bataille pour Podemos dans les années qui viennent, puisque donc le Blitzkrieg n'a pas eu lieu, pour reprendre les termes un petit peu de la politique. Et du combat populiste. On quitte la guerre de mouvement pour entrer dans une guerre de position, on creuse les tranchées en quelque sorte, et Pablo Iglesias donc a tenté une première analyse de ce qu'est cet espace politique donc qui est à gérer, qui est à transformer en mouvement populaire. Il y a donc Podemos, il y a le nouvel acteur, il y a l'ancienne gauche que représente Izquierda Unida. Pablo Iglesias a expliqué devant le Conseil citoyen qu'il ne faut pas chercher à apparaître comme des revanchards par rapport à cette gauche-là. Il y a les gauches nationalistes, alors mot nationaliste ne voulant pas dire en Espagne le mot que chez nous, les gauches régionalistes, disons, en Espagne, vers lesquelles il faut aller. Et puis il y a un mouvement social qui n'est pas peut-être si facile que ça de porter avec soi. Pablo Iglesias a dit quelque chose de très intéressant, certes, c'est bien d'être au Parlement, mais il ne s'agit pas simplement de porter le discours des luttes sociales, il faut aussi faire corps avec elles. Et ça, c'est très difficile, parce qu'une étude très récente a montré que les syndicats, par exemple, restent encore très utiles. Les partis politiques traditionnels sont encore très utiles dans le mouvement social espagnol. Certes, ils n'étaient pas là au moment du printemps des indignés, mais les études montrent qu'ils sont revenus après. Et les mouvements sociaux, ils sont allés en s'amplifiant jusque dans les années 2013 à peu près. Alors certes, il y a eu ces fameuses marées, les marées vertes des infirmières, les marées vertes des enseignants, les marées blanches des infirmières, mais un petit peu le travail des sociologues montre que le travail syndical reste essentiel. Donc quelle connexion avec les syndicats, quelle connexion avec la gauche traditionnelle, voilà, alors qu'on se présente comme un mouvement qui entend transcender quand même le vieux clivage gauche-droite, rien n'est facile, rien n'est simple. Il y a un immense défi là, un premier grand défi qui est lancé. Aujourd'hui, Podemos est un objet politique finalement un petit peu non identifié. C'est-à-dire, on sent bien que c'est une dynamique, un espace qui tâtonne ou qui hésite du point de vue théorique et pratique entre être un grand parti électoraliste ou bien un mouvement social qui ferait des incursions dans la vie politique. Voilà. Cette idée du mouvement populaire, c'est bien autour de ces 2-3 thèmes-là que se joue ou que se débat l'avenir de Podemos. Voilà, donc on dit mouvement, discussion tactique, parce que c'est vrai qu'il y a ces deux fameuses grandes ailes qui sont apparues, qui existent depuis le début, hein, j'en parlais dans mon livre. Juan Carlos Monedero, par exemple, qui est dans l'ombre de Pablo Iglesias, qui s'est éloigné un petit peu du mouvement il y a un an, justement quand l'aile de Íñigo Errejón, les Errejonistes, donc contre les pablistes, c'est un petit peu comme ça qu'on présente les choses aujourd'hui. Donc quand l'aile pabliste s'est un petit peu incliné devant l'aile errejoniste, devant le combat culturel, la priorité est donnée au combat culturel, il y a eu donc une première différenciation, pas un premier divorce, mais une première divergence au sein du mouvement.
ces gens-là, les gens qui pensent comme Errejón qu'il faut donner la priorité au combat culturel, et puis l'aile plutôt pabliste, cette fidèle donc à Pablo Iglesias, qui pense, elle, davantage un petit peu peut-être à écouter la rue, à être donc en connexion avec les vieilles forces de la gauche, mais aussi le mouvement social, elles ont encore du mal à s'entendre, mais elles discutent, elles sont encore un petit peu en confrontation. C'est vrai que c'est un premier frottement peut-être qui peut altérer la dynamique du mouvement et qui fait qu'il reste un petit peu en marge, je dois dire, des négociations là actuellement peut-être pour former un gouvernement, parce que ils se sentent peut-être eux-mêmes en mutation. Hein. Donc Pablo Iglesias et son mouvement sont passés de ce qui était pour eux déjà un moment court, qui était celui de l'irruption plébéienne, comme on le disait, à maintenant un ancrage dans le territoire dans le paysage politique, qui suggère aussi d'apprendre le travail parlementaire, de risquer ce qu'on appelle traditionnellement à gauche la bureaucratisation. Mais c'est quand même... Alors là, ils tranchent quand même, vous voyez, les questions se posent à eux, mais ils tranchent quand même dans le débat. Pour eux, quand même, il faut être au Parlement, puisque... Depuis quelques mois, depuis les dernières élections de décembre, et puis toutes ces discussions qu'on a du mal à suivre là jour par jour, le théâtre politique a cessé d'être la télévision, dont Pablo Iglesias a su jouer et très bien jouer, pour redevenir le Parlement. Donc il faut quand même être là où le combat doit être mené, le combat culturel, mais aussi le combat politique. Donc il y a un recentrage peut-être effectivement, mais toujours un petit peu un écartèlement entre combat culturel là, et combat parlementaire qui va obliger un certain nombre de clarifications. Donc qu'on attendra et qu'on suivra toujours avec passion. Comment vous voyez, disons, cette évolution dans un contexte où on aurait scénario 1, finalement, comme issue de toute cette crise politique espagnole, la mise en place d'un gouvernement de coalition, finalement, qui marcherait avec le Parti populaire et le PSOE, par exemple. Comment vous verriez Podemos? Scénario 2, il n'y a pas de grande coalition, et on reste, disons, dans un scénario où la droite espagnole se renforce devant l'impossibilité, en quelque sorte, des autres forces de pouvoir trouver un espace commun pour assumer les responsabilités de gouverner. Parce qu'on a l'impression, par ailleurs, que le temps passant, la population, au sens large du terme, pourrait aussi se fatiguer de son offre politique qui s'embourberait en permanence dans des configurations impossibles. Voilà, alors on ne va pas faire de politique fiction, parce qu'effectivement, j'entendais ce matin encore à la radio espagnole des gens qui disaient, bon mais attention, s'il y a de troisième élection, là, c'est peut-être la droite va peut-être remonter encore un peu plus qu'auparavant. Íñigo Errejón dit, de toute façon, un jour nous serons au gouvernement. C'est vrai que, grande coalition ou pas, gouvernement de droite ou pas, à moyen terme, Podemos est dans le paysage politique et soit il passera devant le PS, soit le PS aura besoin de lui s'il veut regagner le pouvoir. D'autant plus que Podemos, c'est allié un petit peu avec ce que je disais sur les difficultés du rapport, de sa nécessité de redéfinir l'espace politique à gauche. Il a eu un programme économique très modéré. On lui a reproché justement d'avoir fait un petit peu trop l'apologie de la social-démocratie après l'avoir beaucoup critiqué. Bon, certes, il a toujours voulu le remplacer, mais enfin, Pablo Iglesias était allé jusqu'à dire que Zapatero avait été le meilleur Premier ministre espagnol de la démocratie. Ça aussi, c'était quelque chose qui a démobilisé des électeurs. Ce que je voulais dire tout à l'heure, parmi les gens qui n'ont pas voté Podemos, il y a des gens qui sont retournés vers le Parti socialiste ou qui sont retournés vers l'abstention. Ce programme économique modéré, effectivement, il est justifié aux yeux de Pablo Iglesias par le paysage européen actuel, avec sa monnaie unique, que les Espagnols ne voient pas remettre en cause les premiers. C'est intéressant pour les débats qui peuvent nous intéresser, nous, à l'échelle du continent. Parce que pour Pablo Iglesias, c'est quelque chose qui est clair. On a parlé un petit peu du flou de la situation, il faut parler un petit peu des choses qui sont claires maintenant pour eux. L'alliance, elle viendra pour Pablo Iglesias, ça a été dit devant le Conseil citoyen, donc au lendemain des élections, c'était rappelé dans cette communication sur le changement politique à l'Université Complutense. L'alliance, elle viendra avec les secteurs modérés de la social-démocratie.
Ça, c'est quelque chose qui est à gérer. Donc, Pablo Iglesias donc, a assumé finalement un programme économique relativement réformiste, avec des contingences qu'il appelle, que sont pour lui plutôt, pardon, des contingences que sont pour lui la monnaie unique ou l'économie de marché. Donc l'option est clairement définie. Oui, dans le prolongement, les élections en Espagne sont tenues quasiment au lendemain du référendum du Brexit en Angleterre. Vous disiez que le discours de Podemos, c'est, par exemple, sur la question européenne, ne pas sortir les premiers. Est-ce que tout ce qui vient de se passer, ces événements européens, ont influé sur la vision qu'a Podemos de la question européenne? Alors la société espagnole est clairement favorable aux institutions européennes, hein. C'est associé dans l'imaginaire collectif à leurs 30 glorieuses à eux, à leurs 3 décennies de démocratie. Donc effectivement, le Brexit, c'est la petite goutte d'eau qui a fait peur un petit peu dans cette campagne. On ne se démarquera pas. Je ne crois pas que ça ait joué un rôle très important. Cela dit, le champ reste ouvert parce que parmi toutes les possibles alliances qu'il y a en Espagne et ailleurs, pour Podemos, il y a tous ces gens que la gauche radicale, traditionnelle, fait peur, en tout cas, qui est prête à, quand même, à partager certaines des préoccupations de Podemos face à ce déficit démocratique qui est quand même celui qui est dénoncé par eux. Mais il n'y a pas aujourd'hui dans Podemos de réflexion, par exemple, sur des positions plus radicales qui viseraient, par exemple, à organiser ou avoir des ruptures nationales qui permettraient réellement d'assumer un affrontement pour redessiner les contours du projet européen. On n'est pas là-dedans. Hein. Si, il y en a quand même dans ce que j'avais entendu à l'université d'été, alors cette fois-ci de l'an dernier, il y a eu de vrais débats qui se posaient sur l'euro. Mais Pablo Iglesias ne veut pas faire peur, c'est le pari un petit peu populiste au sens commun, majoritaire dans la société. Il s'agit simplement de chercher des alliances dans la social-démocratie ou les secteurs un petit peu en révolte dans la social-démocratie. Mais là, attention, attention déconvenu, le chemin n'est peut-être pas si facile que cela, aussi bordé de roses.